à tous, ici Simon. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, c'est parfait. Carrément. Génial. Eh bien donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc pour ce webinaire donc consacré aux meilleures pratiques du remote. On sait tous que la situation qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de traverser est une situation un petit peu exceptionnelle. Et donc, elle a poussé l'ensemble des entreprises à mettre la plupart de leurs collaborateurs en remote. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est déjà une approche un petit peu scientifique justement du remote. Donc, Aymeric va nous donner plein d'informations hyper passionnantes là-dessus. Simon poursuivra avec une étude qui a été réalisée également au sein d'Assessfer sur qu'est-ce qui fait qu'on va être enclin à travailler facilement en remote ou pas et quelles sont les adaptations qu'on peut faire le cas échéant. Et ensuite, eh bien, je terminerai avec un petit témoignage sur la façon chez Assessfer dont on a mis en place le remote. Donc, les succès qu'on a eus, les échecs également, des fois, on a fait un petit retour en arrière, on verra ça. Et donc, quelques conseils pour vous permettre de gérer la transition le plus efficacement possible. Voilà. Aymeric, si tu veux commencer. Merci David. Donc voilà, comme l'a dit David, alors à moins qu'on soit votre première source d'information sur l'actu, je pense que vous avez tous eu l'info. On est passé en confinement général depuis quelques jours, et donc pour une période qui va être assez longue, et donc que vous soyez dans un petit appartement en capsule de mètre carré ou au bord de votre piscine dans l'Oise, vous allez être confronté à un problème commun qui va être le télétravail. Et pour certains, plus que d'autres, ça peut être inconnu. Je prends l'exemple de mes parents, donc, qui ont une cinquantaine d'années et qui travaillent pour une société qui n'a jamais mis en place de télétravail. Et ce qui est émergé, ça va être de multiples préoccupations, que ce soit au niveau de l'entreprise qui met ça en place pour la première fois. Donc, chez eux, ça s'est fait vraiment sur le week-end vraiment à la va-vite. Et aussi au niveau des collaborateurs, puisque la plupart d'entre eux n'ont jamais vraiment télétravaillé de leur vie. Donc, comme l'a dit David, le but de ce webinaire, ça va être, au-delà de se sentir un peu moins seul, ça va être de vous permettre d'opérer la transition dans les meilleures conditions et d'utiliser le télétravail comme un véritable outil d'engagement. Donc, David a déjà fait les petites présentations. Donc, on va commencer directement. Alors, de quoi on va parler concrètement quand on parle de télétravail? Aujourd'hui, même indépendamment du contexte de crise sanitaire, faire performer des équipes virtuelles ou en télétravail, ça va être un des défis managériaux des plus complexes qui soient. Mais ce qui va être intéressant de constater, c'est que ça fait déjà un moment que la question se pose et que si on s'intéresse à l'histoire du télétravail, on se rend compte que les premières initiatives, elles ont émergé il y a déjà 40 ans en Californie. Et à l'époque, dans les grandes agglomérations, donc du type Los Angeles ou San Francisco, la majorité des gens, ils prennent leur petite voiture pour aller travailler. Et malheureusement, en 1973, il y a une erreur. On assiste à un choc pétrolier majeur qui va obliger les télétravailleurs à rester les travailleurs à rester chez eux à cause de la pénurie de carburant. Et donc à l'époque, ces initiatives elles concernent bien évidemment une petite proportion seulement de travailleurs et sur une durée qui va être assez limitée. Le gros boom du télétravail, si on peut l'appeler comme ça, il va arriver au début des années 80 avec notamment la création du premier micro-ordinateur portable en 80 ou encore l'accessibilité d'Internet au grand public en 83. En 92, le Canada va proposer les premières initiatives de télétravail, mais dans le secteur public. Et en Europe, ça se fera en 97 avec la création d'une charte européenne et l'inscription au Code du travail en France en 2012. Avec forcément, comme vous le savez, les événements de 2019 qui ont apporté un regain d'intérêt et aussi une nécessité pour le télétravail. Et malgré cette évolution, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, en France, d'après les dernières estimations, seulement 16% de tous les salariés français vont être amenés à télétravailler, que ça soit en full remote ou aussi occasionnellement une journée par semaine ou plus, contre 30% dans les pays anglo-saxons. Alors au final, comment expliquer cette faible proportion quand même de télétravailleurs? Quels vont être les questionnements, les limites, les freins qu'on va pouvoir rencontrer à différents niveaux et qui vont venir obstruer la mise en place du télétravail? Ces limites, elles vont être de différents types en fonction du public qu'on va cibler et aussi, j'ai envie de dire, en fonction du niveau de responsabilité des collaborateurs.
Du côté des dirigeants, le travail va avoir plutôt mauvaise réputation d'après les sondages. Alors quand je dis mauvaise réputation, c'est vraiment d'un ordre général. Ça ne veut pas dire que tous les dirigeants sont contre, mais seulement qu'une majorité vont plutôt faire preuve de méfiance par rapport au télétravail. Et les préoccupations des dirigeants, quand on les interroge, elles vont être en général tournées autour de trois grandes questions. D'abord, la perte de productivité qui va potentiellement être engendrée par le télétravail. Ensuite, le risque de baisse de l'engagement, on va dire, et de l'affaiblissement du sentiment d'appartenance de chaque collaborateur. Et enfin, la capacité des managers intermédiaires à mettre en application un tel changement de culture, une telle transformation. Ensuite, du côté des managers, on va retrouver le même niveau de méfiance qui va s'exprimer et qui va surtout tourner autour d'une question de posture managériale. Donc, comment, en tant que manager, je vais réussir à faire reconnaître mon autorité, même à distance? Est-ce que mes légitimités, mon statut ne vont pas être affaiblis? Ou encore, comment je vais faire pour suivre l'état réel de la production et contrôler la quantité, la qualité du travail? Et donc, manager son équipe à distance va obliger le manager à une réelle remise en question de lui-même, de ses pratiques, et aussi l'amener à repenser sa façon de piloter et d'animer les équipes. Je prends l'exemple de Julien, notre CTO chez SS First, qui a l'habitude chaque matin, on vous en parlera après, de faire un court stand-up meeting avec toute son équipe pour définir les priorités et les avancées de chacun. Et c'est tout bête, mais la simple présence physique dans un même espace, ça va lui permettre de détecter facilement les incompréhensions, car les attitudes et la communication non verbale, elles vont être assez parlantes. Et en télétravail, forcément, ce mode de fonctionnement il va être totalement remis en question et le manager va devoir s'adapter. Du côté collaborateur, le télétravail là, va plutôt être vécu de manière positive puisque 68% des Français souhaiteraient en bénéficier. Alors du côté salarié, des salariés qui ne sont pas favorables, il va y en avoir, ils vont plus exprimer des freins qui vont être soulevés autour d'équilibre vie pro, vie perso, avec la crainte de voir le temps professionnel prendre le pas sur le temps personnel. Certains vont exprimer aussi une peur d'être éloignés du pouvoir décisionnel et de ne plus avoir les mêmes opportunités de carrière notamment. Ou encore, ce qui revient souvent, c'est une perte de lien social avec les collègues. Même si globalement, je le répète, les salariés sont plutôt favorables, notamment en raison du sentiment de liberté que le télétravail va amener. Un sentiment de liberté qui est tel que, selon une étude qui a été réalisée par la société californienne SonicWall, un salarié sur 10 en télétravail va travailler entièrement nu. Donc, ce qui veut dire que parmi les 10 personnes avec qui vous travaillez le plus habituellement, il y en a une qui va travailler totalement nue. Je vous laisse deviner qui cette personne. Excuse-moi, Ouais. excuse-moi, Émeric, je me permets d'intervenir. En fait, on est trois présentateurs. Donc, tu as parlé de 10% et tu es le seul à ne pas avoir activé ta caméra. Ouais, justement, c'est ce que Je j'allais ne dire sais pour pas ce leur qu'on doit en caméra. conclure. En général, c'est les gens qui disent que leur caméra a un petit problème technique ou qui fonctionne mal. Donc, je vous laisse faire les déductions qui s'imposent. Donc, alors finalement, entre les préoccupations des dirigeants ou des managers, avec un avis favorable pour certains et défavorable pour l'autre, qui a raison? Est-ce qu'on va vraiment être plus efficace en télétravail ou est-ce que les craintes exprimées vont être justifiées et on va être moins efficace? En s'intéressant aux études sur le sujet, on se rend compte qu'il y a une réelle ambivalence avec d'un côté des études qui vont conclure à une forte baisse de la performance des télétravailleurs, comme par exemple, je vous ai sélectionné une étude qui a été menée par Karen Lojeski, si je prononce bien, donc qui est une chercheuse qui s'intéresse à l'impact des technologies sur la performance, et qui a conclu à travers une série d'études que les télétravailleurs sont en général 80% moins engagés, 80% moins satisfaits de leur job, que leurs projets rencontrent aussi beaucoup moins de succès et n'arrivent pas au bout, donc environ 70% de performance en moins, ou encore qui vont être 90% moins innovants. Donc un tableau assez, voire extrêmement négatif, vous allez me dire, qui incite pas forcément à franchir le pas. Et d'un autre côté, vous allez retrouver des études. Donc là, j'ai repris celle de la CCI des Hauts-de-France, donc comme je disais tout à l'heure, Lille, meilleure ville de France, qui démontre une forte hausse de la performance, avec par exemple une productivité qui va augmenter de 20% chez les télétravailleurs, un temps de sommeil qui va être 45 minutes plus long, notamment en raison de l'absence de transport et de galères dans le métro, moins 15% de coûts immobiliers pour l'entreprise, et enfin, moins 50% d'absentéisme.
Alors, vous allez me dire, dans tout ça, ok, c'est cool, mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le télétravail, c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Et ce que je vous répondrai finalement, c'est que la question pour les employeurs, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment de savoir s'ils doivent ou non s'investir dans ce mode d'organisation, mais plutôt de s'interroger sur la manière d'y parvenir en prenant les précautions qui vont s'imposer. Et c'est en créant une réelle stratégie autour du télétravail, une stratégie qui sera adaptée à votre culture et à vos collaborateurs, que vous allez pouvoir faire du télétravail une force. Et en plus, je vous rappelle que depuis quelques jours, la question de la mise en place du télétravail, elle ne se pose plus vraiment, puisque 100% des gens qui peuvent passer en télétravail vont devoir le faire et vont aussi avoir besoin d'une autorisation pour aller faire leurs courses. Alors finalement, comment lever les freins du télétravail et booster la productivité de vos collaborateurs, de vos équipes? Pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replonger dans ce qui se passe concrètement quand votre équipe passe en télétravail et quand votre équipe devient virtuelle. Au quotidien, c'est-à-dire quand votre équipe est en présentiel dans vos bureaux, de manière imagée, ça va se passer comme ça. Vous allez avoir des collaborateurs au sein d'un espace physique, un espace-temps, un espace d'information et d'échange, qui est ici représenté par le cercle blanc, qui va être identique. Et ce qu'on oublie souvent, car on ne peut pas au final le voir à l'œil nu, ça va être tous les réseaux de relations et les réseaux d'affinité, de communication qui vont exister entre les collaborateurs. Donc avec des collaborations, des coopérations fortes qui vont porter l'équipe, ou d'autres qui vont être plus conflictuelles. Le jour où votre équipe va passer en télétravail, cet espace commun va se réduire et chaque collaborateur va en quelque sorte en être totalement éjecté pour se retrouver dans un espace qui va être individuel, personnel et qui sera forcément différent de celui des autres. Espace individuel qui va également être perturbé par d'autres types de contraintes. Donc, par exemple, les bébés. Alors, même si les bébés, c'est tout mignon, ça peut rester une contrainte en termes d'organisation et d'attention supplémentaire. Et au fur et à mesure que vous allez collaborer en télétravail, cet espace commun va encore diminuer jusqu'à disparaître si certaines actions du point de vue managérial de l'entreprise sont pas mises en place. Et en télétravail, du coup, les relations entre deux personnes vont forcément avoir une nature qui va être différente car médiatisée par les technologies. Et en psychologie, ça porte un nom tout simple, c'est ce qu'on appelle la distance virtuelle. La distance virtuelle, c'est quoi? Ça va être une mesure de ce qui est perdu quand l'être humain et les relations sont transmises par la machine. Et cette distance virtuelle, elle va se décomposer en 3 grands types de distances. Une distance physique qui va correspondre aux contraintes de temps, d'espace, au fait que le travail devient asynchrone par exemple, ou encore à la réduction naturelle des interactions et des possibilités d'échange. Une distance qu'on va qualifier d'organisationnelle, qui, elle, correspond aux bruits qui vont se passer dans le système. Donc, par exemple, une différence dans les niveaux d'information au sein des équipes, une absence de régulation informelle ou aussi à l'émergence de malentendus entre les collaborateurs. Et enfin, une distance qu'on va appeler affinitaire ou aussi relationnelle en fonction des études et qui va correspondre à un ressenti d'isolement, une diminution du sentiment d'appartenance à l'équipe ou encore une évaluation différente des collaborateurs sur les valeurs et les objectifs de l'équipe. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on s'intéresse de manière un peu plus précise à ces 3 distances et aux stratégies de télétravail mises en place par les entreprises, on se rend compte qu'il y a un réel problème. Avec d'un côté, quand on s'intéresse à la récurrence, c'est-à-dire à la prédominance ou l'intérêt qui est porté à chaque type de distance dans les stratégies de télétravail, on va remarquer que la distance physique, elle va avoir une récurrence forte, c'est-à-dire que c'est sur cette distance que les efforts managériaux des dirigeants vont être les plus importants, vont être les plus centrés. La distance opérationnelle va avoir une récurrence moyenne. Et enfin, la distance affinitaire est celle qui va avoir le moins d'attention. Et pourtant, quand on s'intéresse à l'impact réel de ces distances sur la performance des collaborateurs, on va observer une tendance qui est totalement inverse. Donc, avec une distance physique qui va avoir au final un impact faible sur la performance, une distance opérationnelle qui va avoir un impact un peu plus fort mais qui reste moyen, et la distance affinitaire qui va avoir un impact le plus fort. Et c'est là tout le paradoxe entre ce qu'on appelle la distance réelle et la distance perçue.
Dans une série d'études que j'ai pu moi-même mener il y a quelques années, on s'est rendu compte que ce qui impacte la performance et la satisfaction des télétravailleurs, ce n'est pas la distance géographique réelle qui les sépare, mais plutôt la distance qu'ils vont réellement percevoir entre eux. Et au final, deux collaborateurs, par exemple un qui se trouve à Bali et l'autre qui se trouve à New York, pour l'autre, donc peuvent se sentir beaucoup plus proches l'un de l'autre que deux collaborateurs qui vont bosser dans le même bâtiment mais à des étages différents. Et donc votre rôle en tant que manager face au télétravail qui est mis en place actuellement, mais aussi en tant que collaborateur, puisque chacun va être acteur, ça va être de réduire cette distance perçue et ainsi, plutôt que de voir l'espace de relation commun se réduire et se recentrer sur une personne, sur une individualité, pouvoir l'étendre et fonctionner de la même manière que si vous étiez en présentiel. Et ça va démarrer par une première chose qui est toute simple, c'est votre capacité à identifier pour chaque personne sa facilité et ses limites naturelles au télétravail. Donc, c'est-à-dire identifier pour chaque collaborateur, en fonction de sa personnalité, de ses motivations, les points sur lesquels vous allez devoir travailler pour lui permettre de percevoir une distance qui sera beaucoup plus faible avec les autres, et ainsi lui permettre d'exploiter son plein potentiel en télétravail. Et donc, pour vous expliquer tout ça, je vais passer la main à Simon. Parfait. Et merci beaucoup, Émeric. Je vais pouvoir à mon tour partager l'écran. Dès que tu auras arrêté le partage du tien, c'est top. Alors, je lance ça. Super. On est bon? Ça fonctionne bien? Petite confirmation, Émeric ou David? Parfait, c'est bon, Simon. Super. Donc, ce qui est intéressant avec ce qu'a dit Émeric, c'est que finalement, ce n'est pas tant la distance physique qui va être un problème au télétravail, c'est la distance perçue. Donc, ça veut dire que même si les gens doivent le faire, ça peut bien se passer. Et donc, la question que j'adresse moi, c'est cette distance perçue, est-ce qu'elle est différente entre les individus? Et finalement, du coup, est-ce que le télétravail, c'est un format qui correspond à tout le monde ou pas? Sans avoir trop votre avis sur la question, je peux déjà vous spoiler un peu. La réponse est non. Mais bon, au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait avec? Donc, en fait, nous, on a un petit historique sur le télétravail et je me suis centré plus particulièrement sur l'étude de nos données de 2018 à 2020 pour comprendre l'impact potentiel de cette distance perçue, comment les gens vivent en fait le télétravail, est-ce que ça impacte leur pratique. Et donc pour ça, déjà un petit point sur nous, le télétravail chez Assess First, ça a donné quoi? En fait, les gens ont la liberté de le prendre, ce qui fait qu'en 2018, en moyenne, on avait 9 jours sur l'année de pris par les personnes en télétravail. En 2019, on est passé à 20,6 jours en moyenne de pris par nos collaborateurs en télétravail sur l'année. Et là, en 2020, on est sur une tendance qui va sur 44 jours. Et je ne prends pas en compte le contexte très particulier qu'on a aujourd'hui. J'ai pris en compte juste les mois de janvier-février et j'ai fait une projection. Et si on continue comme ça, on va être sur une moyenne de 44 jours par personne en télétravail. Alors, cette évolution, au fur et à mesure des années, on peut l'expliquer de deux manières. Soit la vie au travail devient de plus en plus insupportable et on est mieux chez soi qu'entre collègues, soit les personnes s'approprient petit à petit ce mode de travail et finalement le développent. Et au regard de l'ambiance que l'on peut constater au bureau, je penche plutôt sur la deuxième hypothèse. Pour autant, ce chiffre de 44 jours en moyenne de télétravail par personne sur l'année 2020 que l'on va retrouver chez Assess First, il ne veut rien dire. Tout simplement parce que quand on regarde un peu dans le détail, chez nous, il y a des personnes qui prennent moins de 2 jours de télétravail par mois, même un bon tiers, je dirais. Et puis, il y a des personnes qui vont être en moyenne à 15 jours de télétravail par mois. Donc, il y a d'énormes disparités finalement. Et donc, cette ne représente pas notre réalité. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on regarde ces disparités interindividuelles. On s'est dit, mais finalement, est-ce que le télétravail, c'est privilégié par des personnes qui ont plutôt des enfants ou qui habitent loin pour pouvoir avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso? Ou est-ce que finalement, ça ne correspondrait pas plus naturellement à certains collaborateurs qu'à d'autres? C'est ce qui fait au final qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup et d'autres moins. Et donc pour ça, sur la littérature scientifique, on constate que les deux du télétravail, comme l'a dit Émeric, c'est de la gestion de la relation. Et si on va un peu plus dans le détail, quand je dis deux, en fait, c'est sous deux angles. La première, bien sûr, c'est vraiment cette connexion aux autres. Il y a des personnes qui ont plus de facilité à gérer de la relation à distance, qui vont connaître moins de dépendance, moins de grégarité à l'égard de groupes.
Et puis, il y en a d'autres pour qui, au contraire, c'est important d'avoir ces échanges, de partager ses émotions, de partager ses ressentis au quotidien. Et la distance physique peut peut-être un peu plus les affecter de prime abord. Et en tout cas, les faire appréhender cette modalité de travail. Et puis, le deuxième enjeu, c'est la structure. La structure, en fait, c'est la part d'incertitude que peut créer la distance. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, prendre les décisions dans l'incertitude, se référer à elles-mêmes pour avancer. Et il y a des personnes, au contraire, qui préfèrent vraiment partager avec les autres, se concerter pour avancer dans leur travail. Et c'est là où le télétravail peut peut-être aussi créer plus d'appréhension dans cette capacité à avoir de l'assurance dans ce qu'ils font, dans les décisions qu'ils prennent au quotidien. Du coup, ces deux aspects, on les a modélisés à travers nos tests et on est allé, c'est pour ceux qui connaissent, vous allez facilement retrouver des modèles prédictifs, on est allé cibler les scores qui pourraient plus facilement permettre aux personnes de gérer le télétravail. Donc, par exemple, la zone verte, là, elle va spontanément vers les autres, avoir un score de 1 à 4, eh bien, le fait de ne pas avoir besoin, enfin, de ne pas avoir cette tendance à développer ses relations est moins un problème quand on est en télétravail que que pour des personnes qui en ont besoin et qui ont cette démarche-là et qui vont rester chez elles. Le fait d'être peu appliqué affectivement, ça permet aussi de moins être frustré par le fait d'être chez soi plutôt qu'à côté de ses collègues au travail. On a modélisé ça. Et puis, en fait, on a fait ça sur la personnalité, les motivations, et ensuite, on a projeté l'entreprise sur ce potentiel à être à l'aise avec ce contexte de télétravail. Et ce qu'on a noté, c'est qu'on a des personnes qui, d'après notre estimation, pouvaient être très à l'aise avec le télétravail parce que c'est dans leur prédisposition naturelle, d'autres un peu moins, et d'autres beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins naturel pour ces personnes-là de finalement s'extraire d'un modèle de travail classique en étant en contact des autres. Et à partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste une hypothèse psychologique ou est-ce que ça vraiment c'est ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus naturellement à l'aise avec le télétravail que d'autres? Eh bien, quand on a regardé ensuite les chiffres de qui avait le plus demandé de télétravail durant les 3 dernières années, eh bien, il apparaît en effet que les personnes que l'on retrouve ici en vert comme ayant un fort potentiel naturel au télétravail parce que leur personnalité, leur motivation les laissent en indépendance à la fois relationnelle et décisionnelle, eh bien, ces personnes-là ont pris 40% de jours en plus de télétravail dans l'entreprise. Et donc, le premier constat à ce niveau-là que je veux vous communiquer, c'est que le télétravail, ça ne peut pas être un sujet que l'on réfléchit et que l'on organise de manière uniforme auprès de tous les collaborateurs. Parce que naturellement, on retrouve des collaborateurs qui sont plus en facilité et aussi plus en demande de ce format-là et d'autres moins. Donc, si vous fixez un standard de télétravail, vous n'allez générer que des frustrations parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ce ne sera jamais assez, elles en voudront plus. Et il y a des personnes pour qui ce sera trop et elles se sentiront un peu forcées d'aller sur ce format-là. On a connu la même chose avec l'open space et là, c'est le cas pour le télétravail. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre en compte cette donnée-là. Mais vous allez me dire très légitimement que, OK, c'est intéressant de laisser les gens choisir quel mode de travail ils préfèrent et qui est le mode de travail qui leur est le plus naturel. Le problème, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le choix et tout le monde doit y être confronté, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, pour ça, eh bien, pour nous, ce n'était pas juste. On a dû passer d'un mode où on disait aux personnes, si vous le sentez, si ça vous plaît, posez vos journées en télétravail et on le voit, pour certains, c'était plus facile que pour d'autres, dans tous les cas, tout le monde doit y faire face. Donc, comment est-ce que nous, on fait en sorte pour que des personnes qui sont peut-être moins à l'aise naturellement avec ce format-là puissent garder leur engagement, garder leur implication et leur investissement dans le travail? Eh bien, pour ça, en fait, là où on s'est organisé chez Assess First, c'est qu'on est allé creuser un peu plus que ce potentiel à travailler facilement à distance et on est allé investiguer la maturité face à la structure. Donc, c'est ce que je vous présentais précédemment. Quelles sont les personnes qui sont très autonomes dans leur prise décisionnelle, dans la gestion de l'incertitude? Donc, ça, c'est ce qu'on a avec la partie structure. Et puis, dans la relation, quelles sont les personnes qui sont très à l'aise à l'idée de travailler à distance, on va dire coupées physiquement des autres, et quelles sont celles qui pourraient être plus frustrées par cette distance-là?
Et on a pu constater dans l'entreprise qu'il y avait des personnes qui avaient très peu besoin de structure, qui n'avaient pas besoin qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire, hein, n'est-ce pas, David? D'ailleurs, Émeric est pas très loin derrière. À l'inverse, on a des personnes qui, au contraire, pourraient être plus frustrées de ne pas avoir ces repères, cette coordination pour avancer dans leur job. Et de la même manière, on a constaté qu'il y a des personnes qui pouvaient être très à l'aise pour gérer les relations à distance, qui avaient, entre guillemets, cette maturité-là, cette distance relationnelle. Et puis, il y a des personnes pour qui ça pourrait générer beaucoup plus de frustration de ne pas avoir cette convivialité, cette proximité avec les autres. Et donc, installer le télétravail sur la durée pourrait générer des frustrations d'un point de vue gestion relationnelle pour ces personnes. Et prendre ça en connaissance, eh bien, ça nous a tout simplement permis d'organiser le télétravail de sorte que les personnes s'y retrouvent sous ces deux notions, à la fois en termes de structure et à la fois en termes de relations. Et je vais laisser David vous présenter concrètement ce qu'on a mis en place pour ça, pour proposer des conditions de travail optimales pour chacun, en sachant que, vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'optimal, ce n'est pas l'uniformisation. Si vous uniformisez votre pratique en disant ça, c'est les best practices dans le télétravail, tout le monde doit télétravailler comme ça ne va pas marcher parce qu'on est trop différents les uns des autres, aussi bien dans les attentes que dans notre mode de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre en place ce qu'il faut pour que chacun s'approprie ce dont il a besoin pour être à l'aise avec ce format de travail. Et comme je vous le disais, je passe la main à David pour vous dire concrètement comment ça s'est passé chez nous. Merci Simon. Donc, on va enchaîner en effet sur comment on a mis en place justement le télétravail chez Assess First. Voilà, hop, j'ai juste un petit réglage, pardon. Boum. Et voilà. Donc, le remote chez Assess First, donc ça ne date pas d'hier. En fait, ça a commencé, à tout vrai dire, le 1er décembre 2015. Donc, 1er décembre 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait deux personnes, donc Jean-Baptiste et Gaël, donc, qui travaillaient en tant que développeurs et qui venaient d'Amiens. Et donc, tous les jours, ils faisaient l'aller-retour entre Amiens et Assess First pour venir faire leur taf. Et donc, ils se sont vite rendus compte qu'ils passaient en moyenne 1h32 par trajet, soit un petit peu plus de 3 heures par jour dans les transports en commun. Donc, au départ, ça va, on se dit, je vais m'y faire, ça va bien se passer. Et un jour, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler depuis Amiens une fois de temps en temps? Donc, on leur a dit, ouais, pourquoi pas? On leur a dit, ouais, pourquoi pas, de manière, j'ai envie de dire, assez spontanée. Mais en fait, comme tout le monde, comme toutes les gens dans l'entreprise où la question du télétravail se pose, eh bien, on s'est posé certaines questions. On s'est demandé, par exemple, très bien, mais comment est-ce qu'on va suivre leur travail? Aujourd'hui, tout le monde bosse dans le même open space. C'est organisé par équipe. Il y a l'IT, il y a la science innovation, il y a le market, il y a les sales. Donc là, comment est-ce qu'on peut suivre leur travail si jamais ils ne sont pas sous nos yeux, entre guillemets? Comment est-ce qu'ils vont se coordonner avec le reste de l'équipe? Est-ce que ça risque pas de casser la dynamique au sein de l'équipe IT? Et enfin, est-ce que ça risque pas, en gros, de foutre en l'air la roadmap? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas avoir des difficultés à sortir les nouvelles fonctionnalités comme on le faisait auparavant? Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, c'est que toutes ces questions qu'on peut se poser, que nous, on s'est posées, elles se posent à chaque fois dans l'intégralité des boîtes, à chaque fois que la question du télétravail se pose. Donc, à chaque fois, vous aurez systématiquement des personnes qui seront pour un go, qui ont tendance à se dire « ouais, c'est une vraie opportunité, ça va nous permettre d'attirer des meilleurs candidats, on va offrir plus de flexibilité à nos collaborateurs, on va leur permettre d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso », et d'autres qui sont peut-être plus réticents, peut-être plus suspicieux aussi, qui vont se dire « ouais, mais est-ce qu'ils vont continuer à bosser? Est-ce qu'on ne va pas avoir une grosse chute de productivité ?» Donc, chez Assess First, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaillait déjà avec certains outils qui sont très utilisés dans le cadre du télétravail, comme Slack, par exemple. Donc, Slack, qui est un outil qui va permettre une sorte de messagerie qui va permettre d'échanger entre les collaborateurs. Donc, ça fonctionne sous forme de channel. Donc, on peut faire des channels pour tout et n'importe quoi. Nous, on a fait des channels, par exemple, par équipe. Donc, là, vous avez le channel MarketCom, un channel recrutement dans lequel Aurélie, qui est notre talent acquisition, va pouvoir nous tenir informés à chaque fois de ce qui se passe, des postes qui sont comblés ou pas. Un channel science qui est alimenté notamment par Simon et Émeric. Donc, à chaque fois qu'il y a des découvertes intéressantes qui sont réalisées, de manière à pouvoir le partager à leurs équipes, mais aussi à l'ensemble de l'entreprise. Social Media AF, chaque fois qu'on a un post qui est partagé, par exemple, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. On peut utiliser également les channels pour communiquer en one-to-one.
donc avec différents collaborateurs. Donc, ça peut être avec Céline quand on travaille sur les aspects liés à l'interface, ou encore avec François quand il s'étonne, quand il a peur d'être dans un épisode de Black Mirror, ou encore avec Aymeric sur d'autres sujets. Donc, le télétravail, on va dire que ça a commencé en 2015 véritablement. Premières expérimentations, on l'a mis en place un petit peu comme ça, sans changer quoi que ce soit. On travaillait déjà avec Slack, ça se passait. 2015, 2016, 2017, on a une augmentation du nombre de personnes qui font du télétravail, mais pas plus que ça, c'est assez vite. Ensuite, 2018, là, on a noté une certaine intensification. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc augmentation du nombre de télétravail, de journées de télétravail prises par les collaborateurs. Premiers incidents également, c'est-à-dire qu'on commence à voir parfois certains collaborateurs qui, un lendemain de soirée, décident de se mettre en télétravail, par exemple, plutôt que de prendre un jour de congé. On a pu assister également à des personnes qui, je ne sais pas moi, par exemple, on essayait de les joindre le vendredi, elles étaient soit dans un avion, soit dans le train en train de partir en week-end. Voilà, en fait, on a répondu à ça au départ en mettant en place des règles super strictes. On s'est dit, bon, voilà, si on veut que ça ne parte pas dans tous les sens, ce n'est pas plus d'un jour de télétravail par semaine et par personne. Jamais de télétravail, ni le lundi, ni le vendredi. Donc, on pouvait avoir peur, se dire, voilà, il ne faut pas que le télétravail, ça se transforme en gros en week-end de 3 jours et être joignable n'importe quand, à n'importe quel moment, par n'importe qui. Bon, voilà. On a mis ça en place. Ensuite, 2019, on a de plus en plus de personnes qui se mettent à faire du télétravail chez Assess First, comme ça a été souligné par Simon tout à l'heure. Et là, on a commencé à avoir des tensions en interne qui tournaient autour de ces règles. Les règles étaient jugées comme étant trop rigides, étaient vécues parfois par certains collaborateurs, certaines collaboratrices, comme étant un manque de confiance. Et le problème, c'est que quand ces tensions, elles naissent principalement de problèmes qui sont ressentis par des collaborateurs qui sont performants, voire hyper performants, en effet, à un moment donné, ça commence à soulever des questions. Donc là, on a procédé à une revue des règles, on a assoupli pas mal de choses et surtout, ça a été le début d'une véritable réflexion sur la mise en place d'outils complémentaires pour nous permettre à chacun de pouvoir faire son job le plus efficacement possible, aussi bien du côté des collaborateurs que du côté de l'entreprise. Et comme on a vu bien évidemment, 2020, généralisation forcée du télétravail pour tout le monde dans l'entreprise. Donc, quelque part, on est bien content d'avoir traversé toutes ces étapes un petit peu il y a quelques mois déjà. Donc, ça pousse à se poser la question, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on doit tous avancer à marche forcée, est-ce qu'on peut mettre les chances de notre côté pour faire en sorte que ça fonctionne, le télétravail? On a identifié 7 points clés, 7 choses sur lesquelles il va falloir se concentrer. La première, j'ai envie de dire, c'est être convaincu de l'impact de la qualité de vie sur la performance. Parce que si on n'est pas convaincu de ça, à un moment donné, à tous les étages de l'entreprise, et en particulier au niveau de la direction, ça ne veut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un collaborateur qui est heureux, qui est bien, qui trouve un équilibre entre sa vie pro, sa vie perso, c'est potentiellement un collaborateur qui va être plus performant. Pourquoi je vous dis potentiellement? Parce que le télétravail, ce n'est pas de la magie. Si vous prenez un collaborateur qui a du mal à faire son job, qui a du mal à être dans les objectifs, qui n'aime pas forcément son job, en gros, ce n'est pas parce que vous allez l'éloigner du centre, de là où ça se passe, des décisions, qu'on va l'éloigner de l'open space, que cette personne va se mettre à surperformer du jour au lendemain. En revanche, si vous prenez des collaborateurs qui sont déjà performants dans leur job, leur permettre justement d'accéder à plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, bien évidemment, ça va avoir tendance à booster, à renforcer leur engagement au quotidien. Deuxième règle hyper importante pour le télétravail, donc avant d'accorder, avant d'accorder le télétravail, en tout cas nous c'est la règle qu'on s'est fixée, on s'est dit c'est fondamental que la personne soit autonome. Pourquoi? Là encore, une personne qui ne serait pas autonome dans son job, qui ne saurait pas comment s'y prendre, ça va être compliqué. Si je n'ai pas mon manager à côté, si je n'ai pas Michel, Lucie, mes collègues à proximité pour leur poser telle ou telle question, comment je vais faire? Je vais aller sur Slack. Si les personnes ne sont pas dispo, il va falloir attendre 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes avant qu'elles ne me répondent. Donc, on s'est dit, important, faire en sorte que les personnes soient autonomes dans leur job. Mais alors que ça soulève également la question de c'est quoi un collaborateur autonome? Donc, pour chacun des jobs, on a défini à chaque fois ce que l'on entendait
objectivement, factuellement, par l'autonomie. Si on prend l'exemple d'un job de SDR, par exemple, le Sales Development Representative, donc ce sont les personnes qui vont qualifier les leads qui arrivent soit par le site internet, par différents canaux marketing, ou qui vont faire de la chasse, entre guillemets, eh bien, il y a plusieurs choses qu'on a identifiées. Avoir suivi la formation client-assesseur, constituer des listes de prospects, rédiger des cadences d'email, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir du moment où l'ensemble de ces points sont maîtrisés pleinement par la personne qui fait ce job, eh bien là, on se dit, il n'y a aucune raison, en fait, qu'elle ne puisse pas le réaliser depuis chez elle. À la limite, qu'elle soit au 20 rue du Sentier à Paris ou qu'elle soit à Lille, je ne sais pas, ou Bordeaux, ça ne va rien changer, en fait. Troisième point, hyper important, formaliser les process par écrit. Là encore, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans le bureau, si jamais on ne sait plus comment fonctionne le CRM, si on a oublié les meilleures pratiques, je ne sais pas, pour rédiger tel ou tel type de cadence d'email, encore une fois, on peut se tourner vers ses collègues. Le problème, c'est que quand ils ne sont pas là, on ne peut pas le faire. Donc, on a adopté une étude, on s'est dit « If it's not in Confluence, it doesn't exist ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, Confluence, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui qui est une sorte de wiki, un peu comme Wikipédia, qui est une encyclopédie universelle. Donc là, c'est un peu Confluence, l'encyclopédie d'Assess First. Donc, on va pouvoir y retrouver toutes les informations. Par exemple, ici, on a le processus SDR France, comment capter l'attention, comment gérer son temps, par exemple. Et donc, on a comme ça, pour l'ensemble des jobs, un ensemble de ressources, plein de ressources qui vont leur permettre, en gros, d'avoir bien en tête quelles sont les guidelines de, en gros, comment on fait le job chez Assess First. Quatrième point, hyper important, avoir confiance en la personne qui est en remote pour faire le job à distance. Ça a l'air tout bête, mais on sait qu'il y a un gros frein psychologique. Les freins principaux au développement du télétravail sont avant tout des freins psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes encore qui s'imaginent qu'une personne qui télétravaille, en fait, ça ressemble à ça. C'est quelqu'un qui va bouffer des pizzas toute la journée assis sur son canapé en regardant Netflix. Alors, il faut bien se dire, il faut bien se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que quelqu'un qui est bon dans son job, c'est quelqu'un qui aime son job. Quand on aime son job, eh bien, travailler, ça devient un plaisir. Et si on continue à se poser cette question-là, si on continue à être suspicieux vis-à-vis des personnes qui sont en télétravail, il faut quand même se poser une première question qui est la suivante. En gros, est-ce que j'ai embauché la bonne personne? C'est-à-dire que si je recrute quelqu'un tous les jours, je lui fais confiance pour faire un job, je lui donne des responsabilités, je vais lui faire un chèque en fin de mois ou je vais lui faire un virement tous les mois à la fin pour faire ce job, et que je n'ai pas confiance, que je me dis, dès que je vais tourner la tête, la personne ne va pas faire son job, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et si vous répondez oui à cette question et que le doute persiste, là, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas ce qu'on appelle un trust issue? En fond, est-ce que vous n'êtes pas complètement parano? Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une question à se poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors bien évidemment, une personne qui est en remote, une personne qui est en télétravail, donc toutes les études montrent qu'elles ont tendance à prendre des pauses qui sont un peu plus longues. Le travail est plus segmenté. On a peut-être moins ce côté, vous savez, j'arrive à 9h30 le matin, je vais bosser jusqu'à midi et demi, tout s'arrête, on va manger pendant 1h30, ensuite je reprends et à 6h, 6h30, je m'en vais. Non, bien évidemment, la personne, justement, va pouvoir s'organiser. Peut-être que les pauses seront un peu plus longues. Mais en moyenne, on se rend compte également que les collaborateurs en télétravail ont tendance à travailler plus longtemps. Plus longtemps, ça veut dire quoi? Une moyenne de plus 10 minutes par jour, soit 1,4 jours par mois en plus par rapport aux personnes qui sont en présence dans la boîte, ce qui va faire un total de 3 semaines de travail effectif en plus par an et par personne. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième, c'est qu'il est fondamental que vous soyez au clair et même très, très au clair sur les objectifs qui sont assignés à vos collaborateurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous n'êtes pas au clair sur les objectifs, si vous n'avez pas défini précisément le contour de ce que vous attendez pour chacune et chacun dans l'entreprise, eh bien, c'est la nature humaine. Vous aurez tendance à vous dire parfois, ouais, mais est-ce que vraiment elle en fait assez? Est-ce qu'elle elle a fini avant? Est-ce qu'elle ne pourrait pas en faire un petit peu plus? En fait, pour éviter tout ça, nous, on a mis en place un outil qui s'appelle Javelot. Donc, Javelot, c'est quoi? C'est une solution qui va permettre justement de manager les objectifs des uns et des autres. Donc là, par exemple, on est sur le profil d'une personne qui s'appelle Morgane Buchon, qui travaille en tant que lead developer au sein d'Assess First, qui est très connu dans le milieu et en particulier dans son équipe comme étant la bûche ou encore le rondin. Donc, si on s'intéresse à Morgane Buchon,
eh bien, on peut regarder sur son cas précis qu'on a 6 grands objectifs, eh bien, 6 grandes missions qui lui sont affectées. Et donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va permettre de donner plus de sérénité à tout le monde. Plus de sérénité pour Morgane, qui sait exactement ce que l'on attend de lui. Plus de sérénité également, eh bien, pour son manager et qui, lui aussi, eh bien, voilà, saura quand est-ce que Morgane est dans les objectifs et quand est-ce que peut-être il a besoin d'être accompagné. 6e aspect essentiel pour le télétravail, faire le même suivi que pour des collaborateurs en présentiel. Pas question qu'il y ait un traitement différencié, donc qu'on fasse des points à côté avec les personnes en télétravail, ou au contraire, à un moment donné, on oublie de se connecter, on oublie de les mettre dans les relations, dans les réunions, pardon. Donc, inclure systématiquement les personnes en remote à toutes les réunions d'équipe. Ça commence par exemple, pour Assessors, on a des réunions tous les lundis au niveau sales, marketing, avec les SDR. Donc là, on a des personnes, par exemple, qui sont en full remote depuis 2 ans maintenant. Salut François, donc il est à Marseille. Donc François, systématiquement, eh bien, il rejoint les réunions du lundi avec le reste de l'équipe sales. Et toutes les personnes qui sont en remote, eh bien, ces semaines-là font la même chose. Stand-up meeting tous les matins pour l'équipe tech, ce qu'on appelle le BIM. Donc on a des réunions voilà, tous les 15 jours avec l'intégralité de l'équipe. C'est pareil, on fait participer tout le monde. Et pour ça, donc, on utilise eh bien, un outil qui s'appelle Zoom, donc vidéoconférence, donc qui va permettre eh bien, de rassembler jusqu'à 50 personnes en simultané. Donc l'intérêt de Zoom, c'est que, en gros, comme n'importe quel outil de vidéoconférence, ça nous permet voilà, d'interagir et de partager un petit peu comme si on était dans le même bureau. Assurer les mêmes points également qu'avec tous les autres collaborateurs, tous les points sur les projets, tous les points sur les clients, même les échanges informels qu'on peut avoir entre collaborateurs, il faut faire en sorte eh bien, qu'on puisse les reproduire avec les personnes qui sont à distance. Et le 7e point qui est ultra important, c'est un petit peu la magic sauce, un petit peu ce qui va faire tenir, ce qui va faire prendre la mayonnaise dans tout ça, c'est parvenir à maintenir, à créer, à maintenir, à développer un lien émotionnel, un lien relationnel, renforcer eh bien, tout simplement la cohésion au sein de l'entreprise. Comme l'a spécifié donc, notre professeur Kubiak, donc différence entre la distance réelle et la distance perçue. Donc, ce qui compte, ce n'est pas l'éloignement géographique, mais c'est véritablement plus la perception psychologique que l'on a de la distance eh bien, qui nous sépare de nos collègues, de nos collaborateurs, de nos managers. Là encore, donc, on peut utiliser Slack. Donc, Slack, on va l'utiliser eh bien, pour informer. Par exemple, on a un channel qui s'appelle Général, dans lequel on va envoyer toutes les infos eh bien, pour lesquelles on souhaite que l'intégralité, l'ensemble des collaborateurs de la boîte eh bien, soient au courant. Par exemple, ici, Aurélie qui a fait un post pour nous dire qu'on avait recruté un nouveau gros hacker. Donc, voilà, présentation de tout cas. Ensuite, d'autres informations. Donc, Marine qui nous dit, pour ceux qui m'ont demandé, on a acheté les cookies à la fabrique à cookies. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça sert également, Slack, à célébrer les succès avec les personnes qui sont en remote. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Assessors, on a un gong à chaque fois qu'on a un sales qui va signer un contrat avec un commercial. Bon, ça, c'est vraiment pour celui-là, c'est pour les très, très gros contrats. Mais en fait, on va pouvoir taper dans le gong. Forcément, l'intérêt, c'est que bien sûr, ça fait plaisir à la personne qui a signé parce qu'elle voit son accomplissement reconnu par tous les gens au sein de l'équipe. On l'entend jusqu'à l'IT. Donc ça, c'est sympa aussi parce que ça permet à des personnes qui ne sont pas forcément dans la boîte de le savoir. Et bien ça, on l'a digitalisé également. On a créé ce qu'on appelle le hunting board, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a Romain qui a signé avec Collins Aerospace. Donc, il nous explique, voilà, on finit l'année 2019 en beauté avec cette société américaine, embarquement pour 2020, blablabla. Blablabla. Et donc, chacun a la possibilité de réagir, donc en mettant une petite fusée, un petit astronaute et ainsi de suite. On peut également commenter. Donc, ça va permettre de célébrer tous ensemble les succès individuels. De succès individuels, on en fait des succès d'entreprise. On utilise également Slack pour se marrer. Donc, on a fait un channel qu'on appelle Funlol. Donc là, on va pouvoir eh bien, mettre, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, des blagues, des photos, des screenshots, des mèmes, peu importe. Voilà, c'est un peu l'espace où tout le monde va pouvoir se lâcher et puis se marrer. Et il y a des choses, bien évidemment, qui ont changé depuis ce fameux coronavirus. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé un channel Covid-19, donc, où Marine nous enjoint à être tous ensemble. Donc, Marine a un sacré sens de l'humour. Et on va également, bien plus sérieusement, dans ce channel, partager des informations comme
voilà, quand on a tous été au courant du confinement, eh bien, mise à disposition de l'attestation de développement, de déplacement, pardon. Et on a fait en sorte également d'introduire encore plus d'humanité. On s'est dit, on est quand même en train de traverser une période complètement folle. C'est-à-dire qu'on va tous se retrouver à un moment donné, seuls, mais ensemble, enfermés pendant minimum 15 jours, sans doute un mois, peut-être un mois et demi, sans pouvoir se voir, sans pouvoir s'entendre. Est-ce qu'il n'y a pas des best practices qui sont utilisées ailleurs qu'on pourrait transposer dans l'entreprise? Et là, on s'est inspiré de ce qui se fait dans l'univers du gaming. Donc, c'est l'équipe IT qui nous a suggéré cette idée. Donc, ils utilisent un logiciel qui s'appelle Discord. Discord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous recréiez la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que comme si on mettait des micros au-dessus des différents benches, des différentes tables dans l'open space. Et donc, il y a des espaces, encore une fois, marketing, sales, IT, général, random, LOL. Et en fait, vous pouvez à n'importe quel moment rentrer dans ce channel, rentrer dans cette room, dans cet espace. Et là, vous avez le micro des gens qui le souhaitent qui est ouvert et vous pouvez discuter comme si vous étiez juste à côté de votre collègue. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet de redonner un petit peu de substance, d'épaisseur émotionnelle. On peut également faire en sorte, même si on est en remote, de retrouver les moments de convivialité. Donc, il y a un jeu de société auquel on a pas mal de gens qui jouaient dans la boîte entre midi et 2, qui s'appelle Codename. Donc, je ne vais pas passer 5 minutes à vous expliquer les règles, mais en gros, c'est un jeu qui est assez sympa. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite une personne qui a trouvé une version digitalisée de ce jeu, par exemple, ce qui fait que même si on est à 200 km, 800 km, 500 km des autres, on a cette possibilité de continuer à avoir ces moments de convivialité. Coucou Lucie. Le message qu'on veut faire passer en tout cas, c'est quoi? C'est qu'il est parfaitement possible de travailler à distance en 2020 aujourd'hui, et ceci presque comme si on était en bureau réunis en physique. Et donc, à tel point que hier, par exemple, 18h30, on a fêté les 1 an de présence dans l'entreprise d'Emeric et de Romain. C'était également l'anniversaire de Marie-Camille. On a organisé un apéro, on va dire, où on s'est tous retrouvés, un peu plus d'une 50aine de personnes, ensemble pour boire un verre et puis célébrer justement ces différents anniversaires. Ce qui était très sympa. Donc, le message qu'on veut faire passer également, ce qu'il faut bien avoir en tête pour tous les entrepreneurs, pour tous les dirigeants, pour tous les managers également, c'est que le télétravail, ce n'est pas un cadeau. Donc, on va vite s'en rendre compte d'ici 15 jours quand on aura tous été confinés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cadeau dans le sens, en temps normal, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose qu'on doit offrir comme une récompense. C'est-à-dire, tu as bien travaillé, tu auras le droit à 1 journée, à 2 journées de télétravail par semaine ou par mois. Non, ce n'est pas ça en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vraie opportunité le travail à distance. C'est quelque chose qui correspond également aux usages, aux attentes de la nouvelle génération, mais avant tout, c'est une vraie opportunité. Une opportunité côté collaborateur, parce que ça va leur permettre de bénéficier d'un équilibre beaucoup plus fort entre leur vie pro, leur vie perso. Il ne faut pas se mentir, on a tous des aspirations, on a tous des projets de vie. Et pourquoi est-ce qu'on serait obligé à un moment donné de mettre de côté toute une partie de ces aspirations parce qu'à un moment donné, on a un employeur qui va tout prix vous river sur une chaise dans un espace bien confiné. En fait, quelque part, c'est complètement délirant parce que le fait de tous être au même espace, ça correspond à un temps, ça relève de l'ère industrielle, c'est-à-dire quand on avait besoin que les gens soient à l'usine, à leur poste de travail. Oui, ok, aujourd'hui, on est dans la société de l'information, ça ne sert plus à rien. On n'a plus besoin de ça. Côté entreprise, une formidable opportunité également, parce que ça va permettre d'élargir le pool de candidats. Si jamais je suis installé, on va continuer à Lille, la meilleure ville du monde, Emeric, je vais plutôt avoir tendance à chercher mes futurs collaborateurs, collaboratrices à Lille ou dans la périphérie. Peut-être que si j'accepte de faire travailler les gens en remote, peut-être que je pourrais le trouver à Nice ou à Marseille ou à Bordeaux ou à Toulouse ou à Perpignan, mon ou ma future collaborateur, collaboratrice. Opportunité également d'un point de vue financier, parce que du point de vue des infrastructures, ça va permettre un allègement des coûts. Si je fais bosser les gens à distance, j'ai besoin d'avoir peut-être moins de locaux. Et également, un formidable levier d'attractivité par rapport aux candidats, par rapport aux futurs collaborateurs. Aujourd'hui, encore une fois, ça fait partie des attentes. On a l'habitude de dire la génération Y, Z et ainsi de suite.
mais de tout le monde. On a tous envie de pouvoir concilier notre vie pro, notre vie perso. Donc, si vous êtes en capacité à faire ça, à proposer ce levier d'engagement alors que vos concurrents ne le font pas, forcément, vous allez avoir un avantage stratégique sur eux. Bien se mettre en tête ce truc, c'est que les freins au télétravail en 2020, ils sont avant tout des freins psychologiques. Bien évidemment, il faut s'organiser, bien évidemment, il faut formaliser certaines choses, bien évidemment, il faut mettre des règles en place. Mais aujourd'hui, on a tout en main, la technologie à disposition, pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Peut-être avant de passer aux questions, donc là, vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer-les. On va y répondre. Avant de répondre aux questions, peut-être vous informer du fait qu'on a décidé de lancer tous les mardis à 11 h, une nouvelle série de webinars qui sera conduit par Aurélie, qui s'appelle donc les Weekly Webinars Aurélie Pro Tips, qui est notre Talent Acquisition chez Assess First, notre star qui fait régulièrement des 4000 likes, des 10 000 réactions sur ses posts. Donc, elle aura plein de choses super passionnantes à partager avec vous chaque semaine. Systématiquement, elle sera accompagnée d'une personne de l'entreprise ou peut-être, on fera intervenir également des personnes externes. Donc là, le prochain ce mardi-ci, ça sera sur comment est-ce que vous pouvez attirer les meilleurs talents avec une marque employeur forte. Donc, vous retrouverez tout le détail de ce prochain webinar sur LinkedIn. Si vous nous suivez, suivez la page Assess First. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter ou encore sur Instagram. Donc là, on va poster pas mal de choses sur Instagram également prochainement. Vous pouvez nous suivre dans les stories, ainsi de suite. Et bien sûr, on enverra à chacune et à chacun des participants le lien pour l'inscription à ce prochain webinaire. Donc maintenant, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Et il y en a un paquet. Donc, on va y répondre, je pense. On va essayer d'aller le plus vite possible sur chaque question pour être sûr de tout border. Et puis, au besoin, après, peut-être rajouter un peu plus en détail si vous vous en posez d'autres. Je vais commencer par les questions qui nous ont été posées en privé dans la partie Q&A. Et après, on va aller sur le public, là, il y en a beaucoup et il y a vraiment des choses à préciser. Donc, sur la partie… Ouais, on avait une première question sur comment onboarder un nouveau collaborateur en période de confinement. C'est une bonne question parce que je vais y être confronté dans les prochains jours. Et d'ailleurs, j'ai vu que Camilla était connectée au webinar. Donc, c'est un super réflexe, Camilla. Tu n'es même pas encore chez nous, mais tu t'intéresses à ce qu'on fait. Ça, c'est au top. Pour vous répondre là-dessus, en fait, au début, nous, on s'est dit c'est impossible. Et il faudra, les onboarding, il faudra qu'on les fasse en présentiel. Il va falloir qu'on se débrouille. Et en fait, en réfléchissant un peu, en se donnant du recul, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on se met des barrières psychologiques alors qu'en fait, la distance, ça devrait être comme la présentielle. Qu'est-ce qu'on fait de plus en présentiel qu'on ne peut pas faire à distance? En soi, on peut communiquer de la même manière. Alors oui, il n'y aura pas une poignée de main, mais à part ça, il ne va pas manquer grand-chose. Et du coup, ce qu'on fait, en fait, on a repris ce que l'on fait d'habitude et c'est qu'une question de moyens. Ce n'est pas une question d'objectif. L'objectif est le même. Donc, moi, j'ai pris le déroulé de l'onboarding classique et quels sont finalement les supports, les moyens qui sont à ma disposition à distance pour avoir l'équivalent. Donc, comme l'a dit David, on a plein d'outils, que ce soit de la communication écrite, la communication orale. Sur la communication écrite, là où on a de l'avance et de l'expérience avec le temps depuis lequel on a mis en place le télétravail, c'est qu'on a beaucoup de choses formalisées. Donc, du coup, je pourrais envoyer à Camilla, qui arrive dans quelques jours, directement un maximum de contenu sur l'entreprise, sur notre mode de fonctionnement, parce que c'est écrit et ça fait vraiment gagner du temps. On n'est pas dans l'informel. Il y a ça. Il y a des outils de communication écrite comme Slack qui vont nous permettre de réagir rapidement au quotidien. Et puis des outils comme Discord ou Zoom, comme on a ici, qui nous permettent de faire une réunion, en fait, de passer du temps ensemble. Et au final, quand j'ai bordé les exigences de notre onboarding et les outils qu'on a en face, on est capable de faire la même chose et ça va se passer. Donc, nous, en tout cas, on n'a pas repoussé les intégrations du fait de la situation actuelle parce qu'on s'est rendu compte que c'était des barrières psychologiques plutôt que de réels freins en termes de moyens pour onboarder de nouveaux collaborateurs. Il y a beaucoup de questions sur le fait de retrouver le webinar. Donc, il est enregistré et il vous sera communiqué. Donc, pas de souci là-dessus. On a une question sur le fait que, en fait, c'est plutôt une interpellation d'Armel qui nous dit que finalement, c'est un peu les mauvaises entreprises qui, entre guillemets, les entreprises les moins performantes qui trinquent dans le télétravail parce que comme elles n'ont pas les bonnes pratiques de base,
le télétravail, finalement, ne fait qu'exacerber les carences euh, qu'elle rencontre initialement. Et donc, les collaborateurs n'ont pas à leur disposition ce qu'il faut pour être performants. Bah en fait, ouais, si je peux revenir là-dessus, sinon, nous, on s'est un peu rendu compte de ça. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir des personnes qui se mettaient en télétravail, mais sérieusement, enfin, c'est-à-dire pas juste une fois par mois, mais de manière un petit peu plus suivie, bah, là, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas suffisamment formalisées. Et le truc, c'est que quand on est en présentiel, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais en gros, il y a toujours, tu peux toujours te rattraper, tu peux toujours te retourner, demander à quelqu'un, l'interrompre dans son job, arrêter ton manager et dire hey, qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus déjà. En fait, le problème, c'est que ouais, quand on est à distance, ça, on ne peut plus le faire. Et donc, oui, quelque part, ça va permettre, ça va exacerber mais complètement les limites, en fait, les limites de certaines boîtes. C'est là, hein, c'est la réalité, donc c'est aussi l'occasion de la regarder. C'est ça. On a beaucoup de questions sur la partie en fait, investissement, workaholic, c'est le terme qu'a utilisé Paul, mais on en a d'autres ailleurs. Comment gérer le droit à la déconnexion, s'assurer finalement de ne pas perdre la notion entre vie pro, vie perso? Alors, c'est vrai que là encore, en fait, là, je pense que c'est plus de la responsabilité des managers. Alors, il y a des boîtes, il y a des entreprises qui mettent en place des politiques en disant, par exemple, enfin, même des systèmes techniques où, quand on envoie un mail après 18h ou 18h30, bah, le mail, on ne le reçoit, par exemple, que le lendemain à 9h ou à 8h. Ça, c'est possible de mettre ça en place. Après, je pense que c'est aussi à chacun des managers d'être responsabilisé et de se dire, bah ouais, peut-être faites en sorte de ne pas envoyer de mail le week-end. Faites en sorte, peut-être, s'il est 22h30, que vous êtes connecté, vous avez une idée, vous pouvez peut-être attendre le lendemain matin. Et puis aussi faire en sorte de solliciter, de mobiliser, de sensibiliser, on va dire, ses collaborateurs aussi sur, il y a peut-être certaines choses à faire aussi, notamment en ce moment, alors qu'on est tous confinés, pour faire en sorte que tout le monde puisse le vivre le mieux possible, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je sais rien, tu vois, même ça peut être des trucs tout bêtes comme continuer à faire un petit peu de sport, des choses comme ça, s'accorder des vrais moments de pause, peut-être pas manger devant son ordi, mais peut-être prendre un moment pour s'arrêter. Après, je pense que c'est au manager, en tout cas, aussi de faire en sorte de poser certaines limites de ce point de vue-là. Et pour compléter avec une question aussi qui était sur ouais, mais finalement avec Slack, on n'est pas envahi de notifications de partout? Pour vous dire d'expérience, en fait, déjà, il faut se fixer une règle. Et c'est vrai que nous, on a pu être confronté à ça aussi, de frustration quand on écrivait aux gens qui ne nous répondent pas tout de suite quand ils étaient en télétravail. Comme disait David, ça révèle un peu les peurs de finalement, est-ce qu'il est vraiment derrière son ordinateur à travailler? Donc, on a calmé le jeu, nous, en disant, les gens n'ont pas l'obligation de répondre tout de suite. Et s'il n'y a rien d'urgent, la communication doit être écrite. Et c'est l'intérêt finalement de Slack ou d'autres outils comme ça, c'est qu'on peut gérer la distraction. Comparé au bureau où là, les gens viennent nous interpeller en direct et on peut difficilement les repousser physiquement. Donc là, l'intérêt, c'est que les gens sont responsabilisés en disant on n'attend pas que vous répondiez dans les 5 minutes. Donc vous pouvez être concentré sur votre travail et puis vous répondez quand vous avez le temps. Et si vraiment il y a urgence, eh bien là, on passe un coup de téléphone. Donc voilà, ça, c'est des règles à mettre en place pour que ce soit sain et serein. On te demande particulièrement, David, mais on ne se vexe pas de notre côté, hein, Louis, d'avoir les points essentiels de ta présentation. Peut-être on va mettre à disposition, bien sûr. Ouais, on peut faire un récap complètement. Ok. Alors, il y a pas mal de questions sur la partie présentée là, de l'utilisation Assess First. Comment est-ce qu'on a détecté le potentiel de télétravail? Comment est-ce qu'on l'a déployé? Deux choses. D'une part, pour les questions de est-ce qu'on peut le faire nous aussi? Oui. David a tenu à ça. En fait, on veut vous mettre à disposition nos modèles télétravail pour que vous puissiez vous aussi auditer quelles sont les personnes pour lesquelles ça va être peut-être naturel. Dans ce cas-là, il y a peut-être moins de vigilance à avoir. Et puis les personnes pour lesquelles vous pouvez vous dire attention, là, il y a besoin de connexion relationnelle plus forte, ou là, il y a besoin peut-être d'un peu plus de cadre et de structure. Donc c'est des modèles qui vont être mis à votre disposition. Simon, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait? Ben, merveilleux, ouais, ça fonctionne comme ça. Là, tous nos utilisateurs peuvent le retrouver sur la plateforme. Je crois que le mot, il faut taper remote, donc R-E-M-O-T-E. Ouais. Et vous avez remote, les quand 3 on modèles. sélectionne le profil. Ouais, tout à fait.
Donc, il renvoie à ce que je vous ai présenté, nous, en simulation sur Assess First. Et puis après, c'est très simple. Du coup, vous invitez les personnes. Il y avait la question de comment est-ce qu'on met en œuvre les questionnaires des collaborateurs. Si vous avez un compte Assess First, vous les invitez. Et puis, vous pouvez aller dans mobilité ou sur leur profil, matcher leurs résultats au modèle télétravail, remote. Et puis, si vous n'avez pas de compte, c'est très facile d'en créer un. Je vous renvoie à notre site internet. Donc, j'espère avoir répondu rapidement à ces points. Vous avez à disposition les modèles, vous pouvez les utiliser et on est joignable si vous voulez qu'on travaille ça avec vous plus spécifiquement. Comment déculpabiliser un collaborateur qui n'est pas à 100% dans son job car seul chez lui avec ses enfants? Comment déculpabiliser C'est toi qui l'as mis, Simon, cette question? Non, je pense que là encore, il n'y a pas de raison de culpabiliser parce qu'on est avec ses enfants. Enfin, là, on est dans une situation en plus qui est une situation qui est subie par tout le monde. À un moment donné, il faut bien se dire, encore une fois, je pense aux managers de faire preuve d'empathie, aussi un minimum par rapport à ses collaborateurs et de bien avoir en tête, en effet, quand on a des enfants avec soi, qui plus est des enfants en bas âge de moins de 3 ans, oui, des fois c'est compliqué, de faire une réunion. Bon, c'est pas grave, de toute façon le travail il va se faire. Et ce qu'il faut bien se dire également, c'est que même les collaborateurs qui n'ont pas d'enfants, je veux dire, il y a quand même une modification de la façon dont on va bosser quand on est en remote. En effet, on s'organise. Peut-être qu'on va prendre une pause d'une demi-heure, on va peut-être en profiter des fois quand on a le droit de sortir pour aller faire une course vite fait. Je veux dire, c'est inhérent en fait au télétravail. Le télétravail, forcément, on va pas plaquer exactement ce qu'on faisait dans l'entreprise physique et bam, le replaquer dans un espace virtuel, quoi. Et je pense que tout le monde, il y a des petits ajustements de part et d'autre, quoi. Ça renvoie vraiment à la construction de base du télétravail que vous devez choisir, qui paraît évidente, mais vraiment qui est loin de l'être. C'est est-ce qu'on part sur une base de responsabilisation ou de contrôle? Si vous êtes dans le contrôle, c'est vrai qu'il y aura toujours cette pression individuelle de se dire mince, je suis en train de m'occuper de mon enfant. Et c'est vrai que j'ai le cas très personnel parce que ça fait 1 mois que j'en ai un, c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai tout à fait conscience des crises qui peuvent avoir lieu et des besoins de gérer ces moments-là. Et si on est dans le contrôle, eh bien, il y a toujours cette inquiétude de se dire est-ce que je ne suis pas attendu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Alors que moi, je n'ai pas du tout cette pression-là parce que dans la responsabilisation, l'important, c'est au bout de la journée, qu'est-ce qui a été réalisé. Et c'est là où disait David, quand on sait où on attend les gens et on leur dit, après, on ne va pas se dire qu'est-ce que vous avez fait dans la journée, on va plutôt regarder qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réalisé au bout d'une semaine, mais pas précisément à quel moment, quoi. On a une question de Céline. La multitude d'outils n'est-elle pas contre-productive? Vous passez beaucoup de temps sur tous les outils d'échange. C'est vrai qu'on a présenté plein d'outils. Est-ce que dans le vécu, vous avez l'impression que c'est contre-productif, David, Aymeric? Aymeric, si tu veux, moi, perso, tu vas me demander, non, clairement pas. Au contraire. Ce que je veux dire, c'est que il faut bien se dire que quand on est en présence dans l'entreprise, moi, je vois mon cas très particulier, par exemple. Moi, je suis sollicité par beaucoup de monde, souvent. Je veux dire, c'est plus compliqué quand tu es en train de bosser au milieu de l'open space que quelqu'un vient te voir, de lui dire bon, écoute, ta question, je te répondrai dans 10 minutes ou dans un quart d'heure. Là, au contraire, j'ai l'impression que le fait d'être à distance, ça permet de mieux gérer ça. Et aussi, surtout, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de mécanisme d'autorégulation. C'est-à-dire que les personnes réfléchissent un peu plus ou alors elles t'envoient une demande. Et si tu ne réponds pas tout de suite, des fois, 5 minutes, 10 minutes après, elle répond « Ah non, c'est bon, en fait, j'ai trouvé la réponse, ça se peut se chercher. » Et moi, je trouve que ça a plutôt une vertu positive. Je n'ai pas l'impression qu'on pas tant que ça, en fait. Tu vois, parce qu'au quotidien, on a des échanges informels. Au quotidien, tu t'arrêtes, tu vas boire un café, tu parles à ton collègue qui est assis juste à côté de toi, tu prends ce temps. Et là, simplement, ça permet d'avoir peut-être des temps plus choisis avec ces outils-là et de ne pas être soumis aux pressions de tout le monde. Et en fait, il faut se dire qu'on ne les utilise pas tous de la même manière. C'est pour ça que je disais, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, du coup, les gens ne s'approprient pas les outils de la même façon. Moi, je n'ai pas besoin de parler avec les gens. Si je ne parle pas avec quelqu'un pendant la journée, ça ne va pas me poser de problème. Donc, je ne suis pas sur Discord à être en mode alors, comment ça se passe de votre côté? Donc, il y a ça aussi, en fait. La multitude des outils, ce n'est pas pour tous les utiliser. C'est pour chacun et ce dont il a besoin à disposition. C'est tout ça, je pense.
Et en plus, c'est pas gênant dans le sens où, de toute façon, on va les utiliser à des moments différents. Je reprends l'exemple de Zoom, etc. Bah, ça sera sur des moments bien précis. Et la majorité de l'information, elle va passer par Slack et qu'on peut tout de même prioriser de notre côté. Et comme disait David, pas forcément répondre à l'instant même où on a reçu le message. C'est pas vraiment contre-productif, au contraire. Quid de la gestion des conflits en télétravail? Est-ce que le télétravail accentue ou réduit les conflits? Ouais, là, justement, il y avait une question de Fabienne. Donc là, malheureusement, la majorité des études, elles convergent vers la même conclusion. C'est que oui, il y a une augmentation des conflits parce que forcément, toutes les relations sont médiatisées, il y a beaucoup plus d'incompréhension. Mais en appliquant les conseils donnés par David, notamment en question autour de la confiance, la confiance que vous allez accorder aux collaborateurs ou aussi au membre de votre équipe, à l'autonomie que vous allez leur accorder, ça va déjà permettre de soulever un bon nombre d'incompréhensions et de conflits. Et après, en prenant en compte aussi leur potentiel d'affinité, donc savoir concrètement entre deux personnes au niveau interindividuel sur quel levier, sur quel type de comportement potentiellement elles peuvent avoir des conflits, ça vous aidera aussi à mieux les anticiper au final. Donc oui, il y a une augmentation des conflits en télétravail, mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent être utilisées déjà pour les prévenir ou alors pour les régler. Je pense très concrètement d'expérience, là par rapport à Shape aussi, pour ceux qui connaissent le test, en fait, il y a deux choses qui vont exacerber les conflits. Les personnes qui ont besoin de leadership, parce elles peuvent avoir l'impression d'être coupées des décisions. Et là, ça peut générer un peu plus justement d'affirmation directe en disant mais comment ça, j'étais pas au courant, faut que je sois au courant. Il y a cette partie-là que j'ai vue. Et puis la partie aussi mode de communication. Je peux parler aussi encore une fois de mon cas personnel. Je fais pas beaucoup preuve de diplomatie, j'ai un score assez faible et je suis connu dans la boîte pour ça. Du coup, quand j'écris des messages sans contexte sur Slack, ça peut être dur et il faut que je fasse attention. Je le sais, ça ne veut pas dire que j'y prête toujours attention, mais très clairement, soit le leadership avec ce besoin justement d'être dans la décision, soit le mode de communication cash va être exacerbé effectivement et potentiellement générateur de conflits à distance. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'il faut mieux passer en Zoom et se faire une petite téléconférence ou s'appeler, parce qu'on sait tous que, que ce soit par texto ou sur messager, ça peut vite escalader en fait. Parfois. Colette nous demandait si on conserve tous nos rituels ou dans lesquels on se retrouve en présentiel. J'ai l'impression que ouais, en fait. Alors après, ça dépend de quel rituel on parle, mais ouais, tu vois, même le BIM, par exemple, quand on fait nos réunions tous les 15 jours, à la fin, on a une façon spéciale d'applaudir à la fin. Voilà, on le fait également quand on est en remote. Si c'est le rituel d'aller boire un verre après le boulot, ça a été remis en place depuis hier. Je pense aussi. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. En fait. Ouais. Et on est un peu parti d'un principe, quand on a autorisé le télétravail, on s'est fixé une règle de se dire ça ne doit pas pénaliser les gens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire ok, tu as le droit d'être en télétravail, par contre, ne te plains pas si tu n'es pas au courant de ça ou tu n'as plus le même vécu de l'entreprise. Donc, on s'est plutôt dit comment faire en sorte que ceux qui sont à distance restent dans la boucle des moments informels aussi, de nos rituels. Et donc, c'est qu'une question de moyens. À partir du moment où on peut se voir comme on le fait aujourd'hui, ça se gère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maris qui nous dit nous avons également mis en place depuis lundi un café-thé par Teams chaque jour à 14h et nous maintenons nos temps de réunion internes, toujours via Teams. Nous partageons également beaucoup de blagounettes. Donc, c'est un témoignage qui va dans ce sens-là, très clairement. Ça se passe, quoi. Ça se passe. Surtout si ça se passait en informel avant. Il y a Anne qui demande tout ça, c'est sur Zoom où il y a différents outils. Alors, tout ça, quoi? Si c'est l'ensemble des outils qui ont été présentés, en effet, il y a Slack d'un côté. Donc, ça, c'est la messagerie. Il y a Zoom, qui est l'outil de vidéoconférence, on va dire. Et Discord, c'est un autre outil donc, qui permet de faire les fameux cafés conférences, on va dire. Et puis, on a Confluence donc, pour le wiki. C'est 4 outils différents. Ouais. Il y a Stéphane qui se questionne quand même sur
il s'est instauré des règles pour être performant et sans contrainte. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a besoin de s'instaurer des règles pour être performant au télétravail? C'est-à-dire à titre individuel, Ouais. Émeric, tu as des choses à partager là-dessus? mais après, là, Moi, je ne me suis pas forcément mis de règles particulières. Non. Perso, moi, de mon côté, je sais pas si vous en avez, mais moi, je n'ai pas de règles particulières. Rien qui change du travail en présentiel, en fait. tu t'es fixé des règles, toi, Simon? Non, j'arrive pas à m'en. Non, c'est pas mon style. Non, t'es un rebelle, toi. Mais- Ouais. Non, je C'est sais vrai. pas, des règles. Moi, c'est plus des règles d'hygiène, tu vois. Enfin, en temps de confinement, tu te dis, bah voilà, faut rester. Non, mais non, mais les règles d'hygiène, je parle pas de prendre une douche, Simon. Mais, mais tu sais, faire du sport les matins, Oui. et puis te dire, voilà, commencer. Mais ça peut paraître tout bête, mais en vrai, si, même des règles basiques, par exemple, t'habiller quand pour faire ton télétravail, prendre ta douche, ceci, cela. Non, mais ça peut Tu paraître fais tout pas bête. partie d'un sur 10? Ah ben non, je ne fais pas partie de l'insurnisme, mais après, on sait aussi que les personnes, par exemple, même des personnes qui sont éloignées de l'emploi, parfois, ça peut leur arriver. C'est-à-dire qu'au départ, tu commences, tu restes chez toi, tu commates, tu te mets devant Netflix. Le lendemain, tu te rends compte que ça fait 3 jours, enfin, ça fait 2 jours que tu as les mêmes fringues, tu manges ton plat de pâtes dans ton lit. Enfin, ouais, il faut quand même avoir une certaine discipline, je pense. Je pense que ça aide Ouais. déjà pour se sentir bien, pour être performant, mais aussi pour se sentir bien au quotidien, quoi. Clairement. D'ailleurs, il y en a qui étaient surpris sur le chiffre de 1 sur 10. Moi, j'étais le premier surpris. Et au final, tu regardes mercredi en réunion direction, on était 5 et il y en avait un qui était en slip, quoi. Donc, au final, je pense que c'est plus qu'on ne le croit. C'est plus qu'on ne le croit. Je dirais pas qui. Donc, une question d'Evan qui est particulièrement intéressante. Au-delà des différences interindividuelles qu'on a montrées là dans la façon de gérer plus ou moins facilement le télétravail, est-ce qu'on ne pense pas qu'il y a des différences qui s'expliquent par le job intrinsèquement en lui-même en fait? En fait, il y a certains jobs où c'est plus facile d'avoir des objectifs clairs et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus flou. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des jobs qui invitent plus facilement à être en télétravail que d'autres? Et comment est-ce qu'on peut pallier si ce n'est pas le cas? Je pense que pour tous les jobs, après, oui, ultra quantifiable au millimètre. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est pour suivre ce que fait la personne au quotidien, tu es dans une espèce de contrôle, se dire, ah, je vois qu'elle n'a rien fait entre 15h13 et 15h17. Oui, il y a des jobs pour lesquels ça va être compliqué. Par exemple, même les jobs de science-innovation, des fois, tu lire des articles, se documenter, passer du temps à réfléchir, imaginer des choses, tester. C'est vrai que c'est difficile à quantifier, quoi. Mais je pense que pour tous les jobs, en fait, on doit être capable de faire la liste des outputs qui sont attendus. Alors, pour certains, ça sera de façon journalière. Pour d'autres, ça sera à la semaine. Ça peut être au mois, au trimestre. Après, c'est plus la temporalité, j'ai envie de dire, à laquelle on attend, Ouais. à laquelle il y a un rendez-vous avec le collaborateur. Mais enfin, un job pour lequel on est incapable de fixer des objectifs, enfin, c'est un job qui n'a pas lieu d'être, en fait, j'ai l'impression, moi. Enfin, tu vois, Clairement. C'est ça, si en fait, quelqu'un peut rester les 6 mois dans objectifs, une tout le monde peut boîte en fixer. sans... Ouais. Après, suivre le temps, ce que font les gens et tout, c'est vrai que ça, c'est pas possible pour tous les jobs. On ne sait pas ce que les gens ont fait, mais c'est pas grave. L'important, c'est les résultats qu'ils ont obtenus, quoi. Mais c'est marrant, je trouve, parce que moi, j'ai l'impression quand même que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment, on a, avec ce confinement forcé, le recours forcé au télétravail, c'est comme l'espèce de Big Bang entre deux mondes. Il y a le monde, l'ancien monde du travail qui vient percuter le nouveau, enfin, c'est plutôt le nouveau monde du travail qui vient percuter de force l'ancien monde du travail et qui met en exergue, enfin, alors, on peut les appeler des problèmes, on peut les appeler des choses factuelles. Par exemple, le rapport à la confiance qu'on peut avoir par rapport à ses collaborateurs, le fait qu'on peut reprocher parfois certaines choses à certaines personnes alors que tout simplement leur job n'est pas clair, on n'a pas fait l'effort de formalisation de certains process. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pas forcément de se dire qui a tort, qui a raison, mais de se dire, voilà, on voit bien quand même à ce moment de confinement la limite de certaines approches justement ultra contrôlantes dans le cadre du travail, quoi. Ouais. Je sais Carrément. pas, ça m'inspire ça. Carrément. On est en plein dedans.
C'est super intéressant de vivre ça. On parlait de freins psychologiques. Il y a Thomas qui nous ramène aux freins techniques aussi. Il faut avoir du matériel. Est-ce qu'il y a des dédommagements si les gens utilisent un matériel perso? Comme tu le sais, je ne suis pas le roi de l'administratif et de ces questions-là. Par contre, on pourra se renseigner en interne et il me semble, je crois qu'il y a il y a une indemnité, un truc comme ça. Alors, je ne veux pas raconter de bêtises, mais on va se renseigner et puis on pourra envoyer. Carrément. Effectivement, sur la partie légalité, on n'est pas les plus calés. Après, c'est vrai que ce qui est important, par contre, c'est que tout le monde ait les mêmes et les bons moyens. Nous, typiquement, en fait, même si on avait mis en place le télétravail depuis un moment, on a quand même refait un point avec cette situation un peu spéciale auprès de l'équipe pour valider est-ce que tout le monde a bien les moyens pour être à l'aise, aussi bien physique que psychologique, parce que les deux sont importants. Et donc, même si on n'est pas toujours prêt, et particulièrement dans cette période, on fait les choses, on improvise en fait. Au final, ce qui compte, c'est communiquer et valider que les gens se sentent à l'aise, quoi. Après, l'adaptation, elle se fait. Et puis, effectivement, si au début, on doit utiliser du matériel perso, en soi, l'important, c'est plus le résultat que les moyens. Ça peut s'organiser par la suite, cette partie matérielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a beaucoup de commentaires, il y a des gens qui ont partagé. Je pense que c'est sympa pour tout le monde d'avoir vos retours d'expérience aussi et de lire vos commentaires. Il y en a pas mal qui ont proposé leurs conseils, ce qui est super. Sylvia qui expliquait que Slack permet de faire aussi des vidéo calls. Alors en effet, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a assemblé, on va dire, Slack. On a intégré Zoom dans Slack, ce qui fait qu'en effet, quand on est sur un channel ou quand on est en conversation avec quelqu'un, il y a juste un petit téléphone, on appuie dessus et boum, on a la vidéoconférence qui peut se lancer. C'est vrai, Sylvia. Est-ce qu'on a sensibilisé les personnes en remote sur les bonnes pratiques et les accueils à éviter au préalable, ou est-ce qu'on a accepté directement sans ces prérequis le télétravail? Alors en fait, au départ, donc il fallait faire. Alors ça, c'était il y a longtemps. Il fallait faire la demande. Je sais plus, c'était une semaine en avance. C'était juste un jour par semaine max et ainsi de suite. Maintenant, quand même, quand il y a des demandes de télétravail, le process, c'est que chaque personne fait valider par son manager, donc au-delà d'une journée, et ensuite, la demande est faite dans un logiciel qui s'appelle Payfit, donc on utilise. Et là, il y a juste pour le manager donc à valider, à cliquer, puis c'est bon, c'est parti, c'est accepté, quoi. Je pense que Marie s'y connaît un peu plus sur les questions légales et Ouais. elle a renseigné sur la partie matérielle. Donc, pour le télétravail, l'employeur doit s'assurer que les salariés disposent de tous les équipements de nature à permettre le travail dans les meilleures conditions. S'il y a un surcoût pour le salarié, il doit être pris en charge par l'employeur. Merci Marie. Merci Marie. Je pense qu'on trouve pas mal de références là-dessus sur Internet. Une dernière question. Finalement, il y en aura deux. Est-ce que vous voyez des analyses des avantages à utiliser Teams plutôt que d'autres outils comme Slack? Est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté les deux, Teams versus Slack? Je connais Teams. Comparatif d'outils. Ouais, en fait, il faudrait qu'on ait des personnes qui Lucie testaient les deux. En fait. Lucie avait répondu en message privé, elle a dit que Teams était plus gourmand en termes de ressources sur ordinateur. Et Slack, c'est plus facile à installer, à configurer que Teams. Mais Teams, apparemment, c'est plus adapté aux grosses entreprises parce que sur la partie paramétrage et puis, je pense, certaines intégrations. C'est ça. C'est que ça s'intègre très facilement avec Office 365. Donc, si vous travaillez avec Office 365, eh bien, c'est plus uniforme comme méthode de travail. Ça évite de se disperser. Alors que Slack, ça rajouterait un outil supplémentaire. Mais
Mais voilà, je pense que c'est plutôt une question d'environnement global de logiciel plutôt qu'une performance d'outils par rapport à d'autres. Ouais, c'est ce qu'a reposté Lucie, en effet. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Est-ce qu'on est bon? Eh bien, il est midi 20, donc nos participants ont également le droit à la déconnexion. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est peut-être clôturer ce webinaire. Et puis, et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va envoyer donc un petit compte rendu. On pourrait peut-être envoyer l'ensemble des réponses aux différentes questions à l'ensemble des participants. Et surtout, on vous tiendra informé donc, du prochain de nos prochains webinaires. Donc, qui se déroulera, donc c'est mardi prochain avec Aurélie, donc sur l'attractivité. Et le donc 31, un grand merci. Le 31, il y en a un spécial sur l'onboarding à distance. Donc, on fera part de notre retour d'expérience des onboarding à distance plus précisément. Génial. Donc, merci à chacune, à chacun d'entre vous. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. À très vite. Merci d'avoir été là. Oui, salut.